Click, l'émission radio d'Inforjeune Bruxelles. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Jury Click, l'émission radio d'Inforjeune Bruxelles sur Radio Panique 105.4. Alors, chaque mois, on aborde ici une question qui concerne directement les jeunes et on essaye d'y répondre le plus clairement possible. Ce mois-ci, comme ça sent la fin de l'année scolaire et les vacances à plein nez, on a décidé de parler de tout ce qu'il est possible de faire pour ceux qui terminent leurs études secondaires là maintenant, ou en septembre, pour les secondes sessions, on pense quand même à eux aussi, courage. Avant de vous en dire plus, je vais quand même prendre le temps de présenter l'équipe qui va m'accompagner pour cette émission. Alors aujourd'hui, on se retrouve à 100% entre informateurs. Ça veut donc dire que toutes les personnes qui vont prendre la parole dans cette émission travaillent également dans nos points infos. Et vous pouvez donc les rencontrer si vous avez des questions. Alors on a donc Gaëlle. Salut Gaëlle. Salut Mélanie. Flo. Salut Flo. Hello. Dayuma. Bonjour Mélanie. François. Hello tout le monde. Et alors, on a aussi Thomas qui est en régie, mais qui, je le précise, est également informateur lorsqu'il ne s'occupe pas des coulisses de cette émission. Salut Thomas. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et aborder la question de toutes les possibilités qui s'ouvrent aux jeunes quand ils terminent ou qu'ils arrêtent les secondaires. C'est vrai que de manière presque automatique, quand on pense fin de secondaire, eh bien on pense études supérieures pour la suite. Mais on va le voir, c'est loin d'être la seule voie possible et on rencontre d'ailleurs beaucoup de jeunes pour qui les études supérieures ne sont pas le premier choix ou qui du moins n'envisagent pas d'enchaîner directement avec un projet d'études. Bon, on va quand même commencer par faire un point sur ces études supérieures, comme ça concerne quand même pas mal d'entre vous. En effet, selon la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont plus de 200 000 jeunes qui s'inscrivent chaque année à des études supérieures en Belgique francophone. Alors, on va aborder ce point avec Flo, et ma première question, ce serait simplement, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la structure de l'enseignement supérieur? Parce qu'on entend parler des universités, des hautes écoles, les écoles des arts, et c'est vrai que c'est pas toujours simple de saisir la différence. Alors, en communauté française, l'enseignement supérieur de plein exercice, ça va regrouper les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Puis alors, à côté de ça, il y a aussi des écoles de promotion sociale qui organisent certains bacheliers de niveau supérieur. Mais ça, je laisserai Gaëlle vous en parler un petit peu plus tard. Et puis, il existe aussi des établissements supérieurs privés, dont on ne va pas parler ici parce que c'est quand même un système à part. Ils font un petit peu leurs propres règles et les diplômes qu'ils délivrent ne sont pas officiellement reconnus. Alors, pour vous donner une idée en chiffres, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 5 universités qui organisent uniquement des études de type long. Donc le type long, c'est un bachelier à un master en 5 ans généralement. Et il y a 20 hautes écoles et 16 écoles supérieures des arts qui organisent à la fois des études de type court, donc ça souvent c'est plutôt 3 ans, et aussi des études de type long. Mais du coup, tu parles de type court et de type long, mais au niveau des diplômes, est-ce qu'il y a une différence? Par exemple, si je fais un bachelier en type long et que je décide de ne finalement pas faire mon master, est-ce que mon diplôme aura une valeur? Alors pour commencer, l'enseignement de type court, c'est un enseignement qui a une pédagogie qui se fonde vraiment sur la théorie et la pratique. Donc il va y avoir plus rapidement et peut-être plus souvent des stages en milieu professionnel ou en laboratoire, et ça répond à des objectifs professionnels bien précis. Et donc ça, cet enseignement de type court, il est dispensé en haute école et en école supérieure des arts. Puis alors, il y a aussi l'enseignement supérieur de type long, qui lui se base plutôt sur des concepts fondamentaux. C'est une formation qui est à la fois générale et approfondie, mais qui là se donne en 2 cycles, donc bachelier plus master. Ça peut être donné dans les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. Alors, au sein d'un même cursus, donc d'un même type d'études, on peut avoir différents grades. Donc, il va y avoir parfois des grades intermédiaires, qu'on appelle grades de transition. C'est les bacheliers de transition à l'université. Et puis après ça, on va avoir le grade final qui est le grade professionnalisant, qui peut être un bachelier professionnalisant dans certains établissements, ou alors ça va plutôt être le master. Et donc la question que tu posais, c'est est-ce qu'on peut passer de la haute école à l'UNIF? Comment ça se passe? Ah non, pardon, c'était qu'est-ce qui se passe si on s'arrête en cours de route, voilà, en gros, à l'UNIF? Je me lance dans un master et en fait, je fais mon bachelier et je veux m'arrêter là. Alors, si on fait un bachelier de transition à l'université et qu'on arrête son cursus sans avoir obtenu le master, qu'est-ce qui se passe? On obtient quand même son grade de bachelier de transition. Ça, c'est bon, on a fait les études, on a le relevé de notes, etc. C'est juste qu'on ne va pas recevoir le diplôme. Parce qu'à l'université, on va plutôt délivrer le diplôme à la fin du master. C'est pas la fin du monde, on peut quand même aller travailler avec ça, on peut postuler à des offres
où on recherche quelqu'un qui a un niveau bachelier, c'est quand même important de réussir à faire valoir ses compétences. On a quand même fait 3 années minimum dans les études supérieures, donc ça vaut pas rien. D'accord. C'est juste qu'on va pas recevoir son diplôme papier à la fin du bachelier de transition. Et du coup, pour l'autre situation qui serait, je me lance dans un bachelier professionnalisant en haute école, et puis finalement, je vois un master qui m'intéresse. Est-ce que, du fait d'avoir fait la haute école, ça m'empêche de faire ce master ou c'est quand même possible ? Pas spécialement. Enfin, évidemment, ça va dépendre du cursus qu'on fait. Si on veut rejoindre un master qui n'a absolument rien à voir avec le bachelier qu'on a fait, ça va être compliqué. Par contre, si c'est un cursus un peu similaire, par exemple, on fait un bachelier en droit en haute école et on se dit, tiens, j'irais bien faire mon master à l'université, c'est possible. Donc, le réflexe à avoir, c'est toujours d'aller regarder les conditions d'accès du master qu'on a envie de faire. Et bien souvent, on va devoir faire un programme complémentaire. C'est ce qu'on appelait avant les années passerelles. Donc pour l'exemple que j'ai pris, si on fait un bachelier en droit en haute école et qu'on va par exemple à l'ULB faire le master en droit, on va avoir certains cours à passer avant d'avoir les cours de master. Mais on sera déjà inscrit au master. Du coup, ça c'était plutôt pour la structure de l'enseignement supérieur. Maintenant, en ce qui concerne le choix des études, c'est pas toujours très clair de voir tout ce qui existe, toutes les études qu'on peut suivre. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur comment est-ce qu'on choisit, ou en tout cas, où est-ce qu'on peut voir tout ce qui existe, quoi ? Alors le bon réflexe, quand on a déjà une petite idée, c'est toujours évidemment de consulter les sites internet des établissements qui nous intéressent, de voir les programmes, de peut-être comparer différents programmes en fonction des établissements. Et un endroit qui va bien vous aider pour voir quels établissements organisent quel cursus, quel bachelier, etc., c'est le site mesetudes.be, qui est donc le site qui reprend la liste de toutes les études supérieures en communauté française. Alors, une fois qu'on a choisi et qu'on va passer dans le concret, c'est... comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire et quand est-ce qu'on s'inscrit ? Alors, quand est-ce qu'on s'inscrit ? Il faut s'inscrire pour le 30 septembre. Et donc ça, c'est une date qui a été avancée depuis cette année académique 2022-2023. Avant, c'était un petit peu plus tard. Maintenant, il faut vraiment avoir fait sa demande d'inscription pour le 30 septembre. Pour certaines catégories d'étudiants, les dates d'admission et d'inscription, elles peuvent être prévues à d'autres moments, comme par exemple les étudiants étrangers dont on a déjà parlé dans cette émission. Ils vont devoir faire leur demande d'admission plus tôt. Et alors, comment faire pour s'inscrire ? Encore une fois, le bon réflexe, c'est de consulter le site internet de l'établissement qui vous intéresse pour voir les dates d'inscription, où se trouve le formulaire à remplir, est-ce qu'il faut aller déposer un dossier ou pas, etc. Alors, une autre question qui est quand même assez importante, c'est combien ça coûte de faire des études supérieures en Belgique ? Bonne question. Alors, si on veut s'inscrire à l'université, le montant des droits d'inscription, c'est 835 €. Pour cette année-ci, c'était ça. En école supérieure des arts et en haute école, ça va varier un petit peu. Mais ça tourne globalement autour du même montant. Parfois, ça peut être un petit peu moins. Parfois, ça peut aussi être plus. Ça va surtout dépendre des filières dans lesquelles on s'inscrit. Et parfois de l'année d'études. Parfois, quand c'est une année diplômante, c'est un petit peu plus cher. Pour certaines catégories d'étudiants, il y a aussi d'autres droits d'inscription qui sont prévus. Par exemple, pour les étudiants étrangers, ils vont parfois payer entre 2 000 et 4 000 € d'inscription. Pour les délais, il faut payer l'acompte de 50 € pour le 31 octobre et le reste des frais d'inscription, il faudra les payer pour le 1er février au plus tard. Et c'est vraiment à ne pas oublier parce que ça peut avoir des conséquences importantes. Alors une dernière info, c'est pour les étudiants qui reçoivent une allocation d'études de la communauté française, ces étudiants-là, ils ne doivent pas payer de frais d'inscription. D'ailleurs, en parlant d'allocation d'études, donc concrètement, c'est une aide financière qui est apportée aux étudiants pour pouvoir financer leurs études. C'est quoi les conditions sans rentrer dans le détail ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres aides, par exemple, pour ceux qui ne rentreraient pas dans ces conditions ? Il y a plusieurs aides qui sont possibles, effectivement. La plus connue, c'est l'allocation d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est ce qu'on appelle souvent la bourse. Pour ça, il y a plusieurs conditions à remplir, notamment au niveau du titre de séjour, mais la condition qui est la mieux connue, c'est celle des revenus. Donc il y a un certain plafond de revenus par an qu'il ne faut pas dépasser. Ça, c'est un petit peu le principe. Il y a d'autres choses qui existent aussi. On peut avoir le statut d'étudiant de conditions modestes. Là, ça va être des conditions assez similaires à celles qu'il faut remplir pour obtenir l'allocation d'études, mais on a un plafond qui est un petit peu plus haut. Donc c'est vraiment pour les ménages qui se situent juste au-dessus de la limite pour l'allocation d'études. Ils vont peut-être quand même pouvoir rentrer dans cette case étudiant de conditions modestes. Et alors, il y a une dernière chose qui existe et qui est quand même assez importante, c'est que chaque établissement d'enseignement supérieur a généralement un service social. Et là, c'est vraiment au niveau de l'établissement qu'ils vont mettre les conditions qu'ils veulent pour aider d'autres types d'étudiants ou apporter une aide en plus aux étudiants qui ont déjà la bourse ou autre. Donc, toujours aller se renseigner auprès du service social de votre établissement. D'accord. Oui, alors, n'oublions pas les CPS, parce que les CPS ont la mission d'aider les étudiants qui sont
dans les besoins. C'est la première mission du CPF. Enfin, en tout cas, c'est le premier endroit où je conseillerais à un étudiant d'aller toquer à la porte s'il a besoin d'aide financière. D'accord. On a rédigé un article sur le site qui reprend toutes ces aides dont on vient de parler. On le mettra en lien comme ça. Si vous voulez aller regarder ça de manière plus posée, ce sera disponible. Alors, je vais terminer par une dernière question parce qu'il est déjà temps de clôturer ce point sur les études sup. C'est une question qu'on a énormément chez InfoJeunes, c'est que faire si on n'a pas le CESS et qu'on veut quand même faire des études supérieures? Eh bien, heureusement, il y a quand même pas mal de possibilités qui existent. Donc, une des options, c'est de passer l'examen d'admission aux études de premier cycle. Et donc ça va être organisé au niveau de l'établissement. C'est aussi possible d'accéder aux études supérieures d'assistant social ou de conseiller social en passant un test d'admission. Donc ça va être aussi organisé au niveau de l'établissement. On peut réussir un examen d'entrée pour des études supérieures en promotion sociale. Là, ça va aussi être organisé au niveau de l'école. C'est possible de passer les jurys pour s'inscrire à des études infirmiers ou sage-femme. Donc ça, c'est organisé par le jury central. On peut faire valoir une expérience de terrain via ce qui s'appelle la valorisation des acquis de l'expérience. Donc pour ça, en général, il faut justifier de 5 ans d'expérience qui peuvent être valorisés dans ce domaine-là. On peut aussi obtenir son équivalence de diplôme si on a fait ses études à l'étranger avant d'arriver en Belgique pour les études supérieures. Sur ce plan-là, je vous rappellerai juste que la date limite pour introduire les dossiers cette année, c'est le 15 juillet. Et alors, une petite astuce particulière, à l'université, si on réussit l'examen d'entrée en ingénieur civil, ça permet d'avoir accès aux études supérieures sans CESS. Bon à savoir. Je ne savais pas. C'est un cas un petit peu particulier, mais on ne sait jamais. Ok. Merci beaucoup, Flo, pour toutes ces informations. Alors, pour rappel, si vous avez des questions sur l'enseignement supérieur, n'hésitez jamais à appeler notre équipe au 02 514 41 11 ou à venir nous rencontrer dans nos points info. Toutes les informations seront sur notre site ijbxl.be. Alors, comme on vient de le dire, l'alternative quand on n'a pas le CESS, c'est d'éventuellement suivre une formation pour l'obtenir. Et ça tombe bien parce que notre point suivant concernera les formations. Car oui, à côté de l'enseignement supérieur, il existe une série de possibilités pour se former autrement. Gaëlle, elle va nous en parler, mais avant ça, je propose de faire une première pause musicale avec le titre Chaloupé de Gaëlle Fey. Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone, quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor, en de petits pas économes, tant que sera levé le store. Nos palpitants seront métronomes, elles me reviennent les années folles, quand on mourrait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas, glisse les années, toi et moi, jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper.
seules les années, toi et moi, jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Jury Click, l'émission d'Info-Jeunes Bruxelles sur Radio Panique. Merci pour votre écoute. Alors aujourd'hui, on fait le point sur toutes les possibilités qui s'ouvrent aux jeunes qui terminent leur secondaire. On a déjà passé en revue l'enseignement supérieur. Je propose maintenant qu'on passe aux alternatives à cet enseignement supérieur, à savoir l'offre de formation qui existe à Bruxelles et plus largement en Belgique francophone. Flo vient de parler de comment accéder aux études supérieures sans le CESS, mais je me tourne vers toi Gaëlle pour te demander que faire si notre but c'est justement de l'obtenir, ce CESS. Alors on peut passer le CESS au jury central. Le jury central, comme son nom l'indique, en fait, c'est simplement un jury qui te permet de passer des examens pour obtenir un diplôme sans passer par l'école traditionnelle. Il en existe un par communauté, mais ici, on va plutôt parler de celui de la communauté française. Mais si tu habites ailleurs, n'hésite pas à te renseigner, ça existe aussi. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est bien un endroit pour passer des examens, mais c'est pas une école. Donc, il faut que tu te prépares toi-même aux examens. Il y a un site e-learning qui peut t'aider à préparer un peu ta matière. On mettra le lien en description. Il y a aussi des écoles privées qui existent, mais ça coûte vraiment très cher. Et après avoir suivi ta formation dans l'école privée, tu dois quand même bien réussir le jury et le passer. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a le CESS général ou le CESS technique de qualification et professionnel. Il y a un peu moins de matière en technique de qualification et en professionnel, mais il y a une épreuve pratique qui est obligatoire et qu'il faut réussir aussi. La liste est sur le site, mais on mettra tout ça en description. Pour ceux qui veulent de l'aide, ils peuvent passer par chez nous, puisque nous, on travaille avec les APP, Ateliers de pédagogie personnalisés, où il y a moyen d'avoir une aide gratuite pour le jury. C'est un super tuyau, donc appelez-nous. Et ils ont de la place. Oui. Et alors, peut-être préciser aussi que pour le jury en qualification et professionnelle, le jury n'octroie pas de certificat de qualification. C'est juste... Non, tout à fait, c'est juste un CESS dans ce cas-là, oui. Alors, est-ce qu'il n'existe des examens que pour ce CESS, ou est-ce que le jury en organise d'autres ? Non, il en existe d'autres. Donc, il y a le jury paramédical dont Florence a déjà parlé pour accéder aux études d'infirmière ou d'infirmière brevetée, par exemple. Il existe aussi un DAES qui permet d'accéder aux études supérieures. D'accord. Alors, si je ne me trompe pas, une autre possibilité pour obtenir le CESS, c'est de suivre une formation de 1 ou 2 ans en promotion sociale. Mais l'offre de promotion sociale, ça ne se limite pas juste à ça. C'est par exemple possible aussi de faire des études sup en promsoc. Alors, la question qui revient souvent et qui est logique, c'est « mais c'est quoi la promotion sociale en fait et en quoi ça consiste ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer ça ?» En fait, c'est assez large la promotion sociale. On peut vraiment y faire plein de choses. On peut donc faire la formation CESS ou un complément CESS qui est un peu moins long quand on a déjà un certificat de qualification. On peut faire des bacheliers et même quelques masters. On peut faire des formations en langue ou on peut faire des formations qualifiantes de niveau secondaire, comme assistant en pharmacie ou infirmière brevetée, par exemple. Alors, ça s'adresse a priori à un public majeur. En fait, au départ, ça avait été créé pour que les gens qui travaillent déjà puissent continuer à se former ou puissent se réorienter. Donc souvent, ça va être des formations en horaire décalé, mais il en existe aussi en horaire de jour pour ceux qui préféreraient. Alors, en fonction des formations, il peut y avoir des conditions d'accès. Le CESS pour un bachelier, par exemple, ou un examen d'admission pour d'autres formations. Il faut un peu se renseigner en fonction de la formation à laquelle on s'intéresse. D'accord. Et alors, quel type de diplôme est-ce qu'on obtient en promotion sociale ? À nouveau, ça va dépendre de la formation. Si on fait la formation CESS, a priori, on obtient le CESS. Donc, on n'a pas besoin de passer par le jury dans ce cas-là, contrairement aux écoles privées dont on a parlé un petit peu plus tôt. Si on fait un bachelier ou un master, ça donne un diplôme de bachelier ou de master, simplement. On a souvent tendance à penser que c'est pas le même diplôme que si on était à l'UNIF ou à la haute école, mais si. Ça veut dire que si tu obtiens ton bachelier en promotion sociale, tu as tout à fait accès à un master à l'université, par exemple. Et alors, pour certains métiers qui sont dits protégés, donc c'est des métiers où il faut absolument avoir suivi une formation pour y avoir accès, par exemple infirmier ou infirmière, la promotion sociale donne ce titre d'accès.
Pour ceux que ça intéresse, est-ce que tu peux juste rapidement nous dire quand sont les inscriptions pour ces formations-là ? À nouveau, ça dépend un peu de la formation choisie. Pour les bacheliers, ça va d'office être une rentrée en septembre. Et c'est vrai pour beaucoup de formations. Mais certaines formations proposent aussi des rentrées en janvier. C'est un peu plus rare, mais ça existe. De toute façon, s'il y a une formation qui t'intéresse et que tu as un doute, n'hésite pas à nous téléphoner ou à passer en point info, on regardera avec toi. Sinon, le coût varie en fonction de la formation aussi, mais en tous les cas, c'est 238 € maximum par an. Et si tu es demandeur d'emploi ou bénéficiaire au CPAS, on peut même bénéficier de la gratuité. Il faut voir ça avec ton école ou passer en permanence et on regardera avec toi. Par contre, on n'a pas droit à la bourse quand on est en PromSoc. Oui, c'est vrai. Alors, je propose qu'on passe à un autre type de formation dont on entend beaucoup parler et que moi je trouve vraiment pas mal, c'est les formations en alternance. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est des formations qui s'adressent aux personnes qui aiment vraiment le concret. Je pense que c'est une bonne solution parce qu'on va vraiment apprendre sur le terrain au contact des professionnels. Alors il faut savoir que tous les métiers ne sont pas accessibles via des études supérieures. Donc pour certains métiers, un apprentissage c'est une bonne option, voire la seule option. Par exemple, décorateur, microbrasseur, plombier, etc. Et pour certains métiers, comme j'en parlais pour la promotion sociale, il faut un titre d'accès. En alternance, par exemple, ça va être le cas d'une formation en agent immobilier. Ou pour ouvrir un salon de coiffure, il faut absolument que la personne qui ouvre le salon ait un diplôme de compétence et ça peut s'obtenir par l'alternance. Alors l'alternance, qu'est-ce que c'est ? C'est une formation qui propose de combiner 1 ou 2 jours de cours par semaine à l'école et un stage le reste du temps chez un employeur. À Bruxelles, c'est majoritairement, enfin en fait seulement, organisé par l'EFP et en Wallonie par l'IFA-PME, mais aujourd'hui on va plutôt parler pour Bruxelles et donc de l'EFP. Il y a 2 types de formations. Il y a l'apprentissage, ça c'est pour les 15-23 ans, et il y a la formation en chef d'entreprise pour les personnes majeures. D'accord. Tu peux juste nous dire vite fait la différence entre apprentissage et chef d'entreprise, peut-être au niveau des diplômes par exemple ? Oui, alors l'apprentissage, à la fin, on obtient un certificat qui est homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles, attestant des compétences nécessaires à la pratique d'un métier. Donc c'est pas un diplôme, mais c'est un papier qui dit que tu es capable de faire ce métier et qui est absolument nécessaire à obtenir pour pouvoir travailler dans certains domaines. On parlait justement d'agent immobilier, mais pour carreleur ou plombier, c'est vrai aussi par exemple. La formation en chef d'entreprise, c'est le même certificat et en plus on obtient un certificat de gestion qui en Wallonie à Bruxelles est absolument nécessaire pour ouvrir ton affaire. Alors pour ceux que ça intéresse, les inscriptions, ça se passe comment ? Alors ça dépend à nouveau de si on décide de s'inscrire en apprentissage ou en chef d'entreprise. En apprentissage, pour s'inscrire, il faut d'abord rencontrer le délégué à la tutelle. Donc c'est un petit peu la personne qui va gérer l'apprentissage qui t'intéresse. Et pour ça, il faut te rendre dans les permanences de l'EFP. Si jamais, tu peux aussi passer à notre permanence et on regardera avec toi. Et alors, il y a aussi un test de positionnement en mathématiques et en français à passer. Dans certains cas spécifiques et en fonction du parcours scolaire et des compétences, il faut suivre un programme de cours préparatoires en plus avant de pouvoir signer son contrat en entreprise. Pour le chef d'entreprise, c'est un peu plus simple. Il faut avoir un CE2D pour certains et un CESS pour d'autres formations. Mais si jamais, il y a aussi des tests d'admission qui sont possibles. Et alors, si on a fini un apprentissage à l'EFP, on a d'office accès à une formation en chef d'entreprise. Ok, alors je propose de terminer ce point avec un autre type de formation, c'est les formations proposées par Bruxelles Formation. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils offrent notamment des formations de type très court, de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Et alors Bruxelles Formation, ça a un lien direct avec Actiris. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça, comment ça s'articule ? Mais du coup, Bruxelles Formation organise des formations pour les demandeurs d'emploi. Il faut savoir qu'il y a vraiment de tout. Il y a des formations Excel, il y a de l'alphabétisation, il y a du web design, il y a des formations dans l'ORECA, comptabilité, plafonneur, carreleur, project manager, etc. On mettra d'ailleurs en description le lien du site avec le catalogue d'absolument toutes les formations. Alors, on peut s'inscrire à ces formations comme on veut. Bon, ça dépend toujours de la formation. Il n'y a vraiment pas de règle générale, malheureusement, ici. Mais le site est vraiment bien fait. Et si vous cliquez sur la formation, vous avez tous les détails et à chaque fois aussi la date de la prochaine séance d'info sur la formation de votre choix. Alors certaines formations demandent un titre d'accès, donc un CESS, un bachelier ou un master. D'autres pas. À nouveau, il faut vraiment regarder au cas par cas. Et au niveau des débouchés, ça dépend toujours de la formation. C'est un petit peu la réponse commune pour toutes les formations Bruxelles Formation. Mais ça ne donnera jamais accès à un diplôme, donc à savoir un CESS, un bachelier ou un master. C'est vrai que pour tous ceux qui n'ont pas le CESS, il y a toute une série de formations où il faut justement ne pas l'avoir, et ça se forme à un métier assez rapidement, donc c'est intéressant.
Eh bien, merci Gaëlle pour toutes ces informations. Alors, dans la suite de l'émission, on va encore aborder le cas des jeunes qui souhaitent directement se lancer sur le marché de l'emploi, ainsi que les possibilités de simplement choisir de faire un break ou une année sabbatique. Mais avant ça, je propose de nous-mêmes faire une petite pause en écoutant Silly Boy Blue et le titre Teenager. Vous êtes toujours avec la Jury Click sur Radio Panique. On vient de s'écouter Teenager de Silly Boy Blue. Merci pour votre écoute et je propose tout de suite d'enchaîner avec le point suivant en ce qui concerne les possibilités de parcours pour les jeunes qui ont terminé leur secondaire. Alors, on a beaucoup parlé d'études et de formation, mais certains jeunes se sentent prêts à attaquer le marché de l'emploi dès la fin de leurs études secondaires. Je me tourne vers toi, Dayuma, pour savoir ce qu'on peut conseiller à ces jeunes-là. Alors, si on veut chercher directement un travail, ce qu'on conseille de faire, c'est de s'inscrire dès la fin de ses études chez Actiris. C'est pas obligatoire, mais ça donne pas mal d'avantages dont on va parler maintenant. D'une part, ça permet d'ouvrir des droits sociaux, et d'autre part, ça permet de recevoir de l'aide pour rechercher un emploi. Actiris, c'est en fait un organisme régional qui est là à la fois pour aider les chercheurs d'emploi, mais aussi pour contrôler les chercheurs d'emploi qui bénéficient de l'allocation de chômage. Quand on s'inscrit chez Actiris, quand on vient de finir ses études, on va entamer ce qu'on appelle un stage d'insertion professionnelle. C'est pas vraiment un stage à proprement parler, c'est une période pendant laquelle on va rechercher un travail. C'est une période qui est censée durer 1 an, 310 jours exactement, mais on ne compte pas les dimanches, donc ça fait 1 an. Et donc pendant cette année-là, on cherche un travail. Si on a de la chance de trouver un travail, on peut évidemment travailler, puisque c'est l'objectif. On peut faire des stages, on peut aussi se former. Et pendant cette année-là, on va avoir un contrôle d'Actiris. On doit avoir 2 contrôles positifs à la fin de cette année-là.
Donc 2 évaluations qui disent qu'on a bien mis tout en œuvre pour chercher un travail et fait tout ce qu'il fallait pour essayer de s'insérer sur le marché de l'emploi. Si au bout de cette année de stage insertion, on a eu 2 évaluations positives, qu'on a moins de 25 ans et qu'on est dans certaines conditions d'avoir terminé des études secondaires, une 3e professionnelle ou une 6e générale, ça permet d'ouvrir un droit à des allocations d'insertion. Les allocations d'insertion, c'est comme des allocations de chômage, sauf que c'est pour les jeunes qui n'ont jamais travaillé ou pas suffisamment travaillé pour ouvrir un droit au chômage. Et donc, ça permet d'avoir une allocation au bout de cette année. Et donc, le deuxième droit que ça ouvre, c'est que pendant la durée du stage d'insertion, on continue à avoir droit aux allocations familiales. Donc ça, c'est un gros avantage de s'inscrire chez Actiris quand on n'a pas encore trouvé de travail. C'est qu'on continue à percevoir les allocations familiales, même si on n'est plus étudiant, et tant qu'on ne travaille pas plus de 240 heures sur le trimestre. Le fait, comme je disais, d'être inscrit chez Actiris, ça a pas mal d'avantages. Gaëlle a parlé que ça permettait d'accéder à certaines formations. Ça permet d'avoir des chèques langue pour avoir droit à des cours de langue gratuits, par exemple. Tout ça, mais ça a aussi plein d'autres avantages. J'enchaîne. Oui, vas-y. je t'écoute avec grande attention. Tout simplement, Actiris publie plein d'offres d'emploi, tout ça, déjà pour commencer. Et il propose aussi une aide à travers des coachings et des workshops pour t'aider à faire ton CV, pour t'aider à te préparer un entretien d'embauche, à t'inscrire sur LinkedIn, des choses comme ça. Et puis, il travaille aussi en partenariat avec toutes sortes d'organismes d'aide à la recherche d'emploi. Par exemple, les missions locales, il y en a 9 sur Bruxelles, qui font des coachings individualisés et qui font aussi des aides à l'orientation, si jamais on ne sait pas très bien dans quoi on veut travailler ou si on a besoin d'autres formations professionnelles. Et donc, on va t'aider à préparer une candidature, de nouveau, te coacher pour un entretien d'embauche, les stratégies de recherche d'emploi, comment trouver des offres qui me correspondent, etc., etc. Il y a aussi d'autres types de partenariats qu'Actiris a fait avec des organismes de mentorat. Donc, il y en a 3. Il y a Duo for a Job, Mentor You et Team for a Job. Et là, c'est vraiment, on met le jeune en contact avec un mentor, donc un volontaire qui a plus d'expérience, qui est déjà sur le marché de l'emploi, etc. et qui va coacher individuellement le jeune pendant des longues périodes. Par exemple, chez Duo for a Job, c'est 6 mois où le jeune rencontre son mentor toutes les semaines et il est vraiment coaché de manière très personnalisée pour chercher un travail. Ouais, donc ça c'est top pour les jeunes qui savent pas trop par où commencer ou comment un peu créer des CV, enfin à quelle porte ils doivent toquer, ce genre de choses-là. Ouais, exactement. Et alors tous ces organismes comme les missions locales, les organismes de mentorat, etc., ils ont chacun leurs propres conditions, leurs propres formes de fonctionnement, mais le point commun c'est qu'il faut être inscrit chez Actiris pour y avoir droit. Et c'est gratuit. Mais donc ça fait partie des avantages évidemment de s'être inscrit comme demandeur d'emploi. Il existe aussi ce qu'on appelle des plans d'embauche, il me semble, c'est-à-dire des plans qui sont censés faciliter l'engagement d'un jeune travailleur. Est-ce que du coup, ça, il faut aussi être inscrit chez Actiris pour y avoir accès? Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est et quelles conditions et tout ça? Tout à fait. Donc les plans d'embauche, c'est aussi appelé des aides à l'emploi. C'est des aides financières régionales que reçoivent les employeurs. En fait, c'est l'idée de les encourager financièrement à engager des chercheurs d'emploi. Concrètement, ça va être des contrats de stage ou des contrats de travail qu'on conclut avec un employeur et lui reçoit un subside ou une aide pour pouvoir nous payer. Alors ça va permettre aux chercheurs d'emploi d'accéder justement plus facilement à une première expérience ou à un premier emploi grâce à cette aide financière. Sur le site d'Actiris, on va retrouver plein de plans d'embauche différents. On va peut-être reconnaître les noms comme Activa Brussels, les contrats ACS, les FPI, Stage First, etc. À chaque fois, c'est des durées de contrats différentes, des rémunérations qui vont être différentes. Si c'est un contrat de travail, on va être payé comme les autres travailleurs de l'entreprise, alors qu'un stagiaire, c'est une indemnité qui est plus petite. Et donc, il y a à chaque fois des conditions différentes. Pour la plupart, il faut être inscrit comme demandeur d'emploi. Parfois, on y a directement accès. Parfois, il faut être inscrit depuis quelques temps comme demandeur d'emploi. Certains, il ne faut pas être inscrit comme demandeur d'emploi. Ça vaut vraiment la peine d'aller sur le site d'Actiris, d'aller lire tout ça, parce que ça nous permet de savoir à quel plan d'embauche j'ai accès et donc de répondre aux offres qui proposent ces plans d'embauche ou alors carrément de nous-mêmes proposer un plan d'embauche à un employeur pour le motiver à nous employer. Donc je veux prendre un exemple, par exemple la CIP, c'est la convention d'immersion professionnelle. C'est des stages en entreprise d'une durée de 1 à 6 mois où on est formé directement du coup par l'employeur sur le terrain et là on reçoit une indemnité entre 700 et 977 € par mois en fonction de son âge. On parle depuis le début du fait que garder ses allocations familiales, le stage d'insertion, avoir accès au plan d'embauche, faut s'inscrire chez Actiris. Juste, est-ce que tu peux nous préciser comment est-ce qu'on s'inscrit chez Actiris? Est-ce qu'il faut aller sonner à la porte? Ouais, il y a plusieurs manières. On peut le faire en ligne directement, on peut le faire par téléphone ou on peut se rendre à une antenne Actiris
directement. Ok. Et si on veut en savoir plus sur les plans d'embauche ou bien les CIP dont tu viens de parler, est-ce qu'il y a une personne de contact chez Actiris que le jeune peut... On peut directement téléphoner au numéro d'Actiris, qui est un numéro 0800 dont je ne me rappelle pas. Il y a on le plein mettra d'infos en sur barre d'infos. actiris.brussels. Et alors, si on est soi-même demandeur d'emploi, normalement, au bout d'un moment, on a un conseiller Actiris à qui on peut poser toutes nos questions et avec qui on peut réfléchir un peu à notre plan d'attaque, notre plan de stratégie pour rentrer sur le marché de l'emploi. Et vous pouvez aussi aller sur le site Bruxelles J, sur lequel on a des fiches qui expliquent tout ça et sur lesquelles vous pouvez poser vos questions directement en dessous. Et on y répond très rapidement. Alors là, moi j'observe ça dans nos points info. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par tout ce qui est projet d'entrepreneuriat. Donc ils veulent ouvrir leur business ou devenir leur propre patron. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport, pour ces jeunes-là précisément qui ne veulent pas du salariat mais qui se lancent à leur compte? Effectivement, on pourrait avoir envie de devenir son propre patron. Ça peut faire rêver. Mais non, non, ça peut être vraiment très chouette, mais effectivement, c'est pas toujours si simple parce qu'il y a pas mal de choses à penser. Il faut établir un plan financier, il faut savoir gérer son budget et gérer tous les aspects administratifs parce qu'il y a pas mal de démarches à faire. Donc, ce qui fait que si on veut lancer son entreprise, il faut bien se renseigner avant parce que ça peut comporter des risques. Et donc, il y a un service d'information qui existe, qui est 1819, donc qui s'adresse aux entrepreneurs bruxellois ou futurs entrepreneurs. On peut les appeler, les rencontrer sur place ou leur écrire pour poser des questions, avoir des conseils. Ils organisent aussi des séances d'information régulièrement sur plein de sujets, notamment quelles sont les démarches pour devenir indépendant, c'est en quoi ça comporte, c'est quoi les obligations comptables, ce genre de choses. Et là, le numéro de téléphone, il est facile. Là, voilà. tu l'as retenu, Dayuma. C'est 1819. Et ils peuvent aussi renseigner sur des organismes qui accompagnent les personnes qui veulent lancer leur entreprise et qui ont besoin d'aide, de conseils, etc. Donc ça vaut vraiment la peine. Et alors, il y avait un autre point que j'ai oublié de parler tout à l'heure. Je me permets. Oui, dis-nous. Dis-nous tout. Pour les jeunes qui seraient ni au travail encore, ni en formation, il y a plusieurs organismes qui font des coachings à plus intensifs, à plus long terme pour les aider s'ils sont perdus dans leur recherche de projets professionnels ou d'études. C'est 100% jeunes, Art to Work ou Nice to Meet You qui proposent des coachings intensifs mais qui vont de 1 semaine à plusieurs mois, donc ça dépend de ce qu'on cherche et c'est en général à la fois individuel et collectif. Certains sont plus individuels, mais donc ça vaut la peine de se renseigner aussi sur cela. Eh bien, merci Dayuma pour ce point sur le monde du travail et la recherche d'emploi. Alors, pour rappel, si vous avez une question par rapport à tout ce dont on parle dans cette émission, vous pouvez contacter notre équipe. On est joignable par téléphone au 02 514 41 11, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux. Donc, on est présent sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. On mettra tous les liens dans la barre d'infos. Et je propose maintenant qu'on fasse une dernière petite pause musicale avant d'entamer le dernier point avec François, à savoir l'année sabbatique. On verra que pour les jeunes qui ont envie de faire une petite pause dans leur parcours, il y a en réalité pas mal d'options et de projets qui s'ouvrent à eux. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter Who Made Who avec le morceau Ember. Come
écoutez toujours la Jury Click sur Radio Panique. Cette semaine, l'équipe d'Inforjeune Bruxelles fait donc le point sur tous les projets possibles quand on termine ses études secondaires. Alors, on a abordé les études supérieures, les formations, l'emploi. Passons maintenant à un point un peu plus, j'aurais envie de dire, léger. C'est donc les possibilités pour les jeunes qui veulent faire un petit break dans leur parcours. Et je me tourne vers toi, François, pour te poser la question. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces jeunes qui n'ont pas envie d'étudier ou de travailler tout de suite, mais plutôt de prendre une année sabbatique ? Eh bien, cette année sabbatique, ce break, c'est un projet comme un autre. Ça ne s'improvise pas. On va conseiller de le préparer. Alors, typiquement, ça va être le moment de réfléchir à son orientation pour l'année suivante, souvent. Alors, ça peut être via d'autres projets inspirants, dont on va parler après, des bénévolats par exemple, ou ça peut aussi être l'occasion d'entamer un travail d'orientation avec les conseillers d'orientation d'Inforjeune Bruxelles. Ce sera aussi souvent le cas, la possibilité de faire un voyage à l'étranger. Beaucoup de jeunes sont intéressés d'aller voir un peu ailleurs pendant cette année de break. Et donc on va conseiller aux jeunes de bien définir la durée de cette pause, de réfléchir aux moyens financiers dont ils disposent pendant cette pause, de réfléchir à ce qui va structurer le quotidien, se poser la question qu'est-ce qui va motiver à me lever le matin pendant ce break, parce que si on fait une pause sans que ce soit bien réfléchi, bien préparé, eh bien il y a un risque qu'on arrive à un moment où on a l'impression d'être perdu. Alors il existe beaucoup de possibilités, je vais en évoquer quelques-unes, et garder à l'esprit qu'on peut les combiner entre elles. Donc par exemple, on peut faire quelques mois un projet de volontariat en Belgique, en faisant en même temps des cours du soir en promotion sociale dont Gaëlle a parlé, et puis le second semestre, partir à l'étranger pour perfectionner son anglais. Voilà, c'est un exemple. Ok, super. Est-ce que du coup, je propose qu'on commence directement avec les jeunes qui veulent faire du volontariat. Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer ? Voilà. Alors, il y a moyen d'organiser son volontariat soi-même en Belgique en allant chercher des propositions de volontariat sur des sites comme volontariat.be, giveed.be, etc. Mais il y a deux organismes particulièrement intéressants pour les jeunes, qui s'appellent le Service citoyen et Solidarité. Ce sont deux initiatives différentes qui permettent de se lancer dans un projet formateur de volontariat en Belgique pendant plusieurs mois avec d'autres jeunes. Donc maintenant, je vous propose qu'on écoute la présentation du Service citoyen. Le Service citoyen, c'est avant tout un programme pour les jeunes en quête de sens et d'engagement. Ceux qui finissent leurs études ou qui ne les finissent pas, ceux qui cherchent des repères et ceux qui en ont déjà, ceux qui veulent apprendre, aider, avancer, en se connectant aux autres et à soi-même. Le service citoyen, ça m'a permis de prendre une place dans la société. Pour moi, le service citoyen, c'est comme un renouveau. Le service citoyen, pour moi, c'est vraiment une expérience sociale, une expérience de vie. Le service citoyen, ça m'a vraiment permis de défendre mes valeurs et de m'engager à fond pour le climat. Pour moi, le service citoyen, c'est surtout des rencontres. J'ai rencontré plein de gens. Le service citoyen m'a apporté une passion, je dirais même un avenir. Cette passion peut être liée à mon avenir et je pourrais en faire mon métier. Mais concrètement, le service citoyen, c'est quoi ? Eh bien, c'est un programme accessible à tous les jeunes de 18 à 25 ans qui leur permet de s'engager pendant 6 mois au sein de projets utiles à la collectivité, tout en bénéficiant de formations. Tout d'abord, on t'invite à choisir parmi plus de 1000 missions dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'environnement, de l'aide aux personnes et de l'éducation par le sport. Ces missions te sont proposées par des organismes d'accueil, comme des centres culturels, des parcs naturels, des musées, des maisons de jeunes, des refuges animaliers, des centres sportifs et bien d'autres. À toi de choisir le secteur qui te fait rêver. La mission dans laquelle tu choisis de t'engager est ce qu'on appelle ta mission principale. Tu t'y rends 4 jours par semaine à temps plein. En plus de cette mission principale, tu participes aussi à une mission complémentaire de 12 jours qui se déroule dans un domaine différent. Ce temps consacré à des missions sur le terrain représente 80% de ton service citoyen. Et les 20% restants, eh bien tu les passes avec d'autres jeunes engagés. Au tout début de ton service citoyen, tu participes à une semaine d'intégration pour faire connaissance avec les autres jeunes de ton groupe. C'est la rencontre avec ta promotion. Par la suite, vous allez participer ensemble à des chantiers collectifs et des formations sur des thèmes tels que la citoyenneté, le genre, l'écologie ou la multiculturalité. Au fil du programme, les temps d'échange, de maturation et de formation, alliés aux missions sur le terrain, te permettront entre autres de créer un réseau, de préciser ton projet d'avenir, de te sentir utile ou encore de découvrir tes talents. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Si t'hésites à faire un service citoyen, parce que t'es déjà prêt à le faire, du coup fonce, fais-le. Je suis prête à parier que vous le regretterez pas.
Voilà, donc c'était le service citoyen. Et alors, on a un second projet très similaire, Solidarcité. Donc c'est en même temps très similaire et en même temps il y a quand même des différences. Ici l'aspect collectif est encore plus accentué puisqu'on passe la plupart du temps avec d'autres jeunes dans son groupe. Voilà, donc on va écouter la présentation de Solidarité. L'année citoyenne Solidarité, c'est un projet pour des jeunes de 16 à 25 ans. Et c'est de 9 ou 6 mois, 4 jours par semaine et en équipe. C'est des jeunes de plusieurs horizons, différents le plus possible. On forme des équipes de 8 au début de l'année et on a un accompagnateur qui nous aide à mettre en place nos projets, autant personnels que collectifs. L'année citoyenne, c'est un projet axé sur 3 facettes. La première, c'est le service à la collectivité et les rencontres. Donc ça, c'est tout ce qui se fait à travers des différents chantiers qu'on réalise. Que ce soit des chantiers manuels, des espaces verts, des petites rénovations, de l'aide aux personnes et de l'animation. Il y a un second pilier, c'est la maturation personnelle. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus individuel du projet. On doit essayer d'évoluer personnellement au sein de la société et aussi en tant que personne. La maturation personnelle, en fait, ça m'a aidé à savoir ce que je voulais faire. J'ai vu qu'en fait, grâce à ça, il y avait plusieurs possibilités et portes qui pouvaient s'ouvrir à moi et j'ai foncé. Et donc d'une partie, c'est essayer de trouver sa place dans le projet collectif, mais aussi de trouver une voie pour l'après et un projet qui nous motive et dans lequel on se sentira bien plus tard. L'aspect de formation et de sensibilisation, c'est ce qui nous permet parfois de réaliser certains chantiers quand on a besoin de compétences un peu plus techniques. On se forme à l'utilisation des outils pour les chantiers, on fait des vidéos, mais surtout on se pose des questions, on réfléchit sur les problèmes de la société et on débat. Ce que je retiens de Solidarité, c'est tous nos délires, nos beaux moments passés ensemble, nos résidentiels, ce que j'ai appris sur moi-même et sur les autres, l'évolution de chacun d'entre nous et certains de nos partenaires qui m'ont fort marqué et touché. Et aussi la fierté de terminer un projet et de voir le résultat. Ce que je retiens avant tout de cette année, c'est les gens que j'ai rencontrés. Les jeunes d'une part, que je ne pense pas que j'aurais rencontrés sans ce projet-là, parce qu'on vient tous de milieux très différents. J'ai découvert des choses que je ne pensais jamais, vraiment dans mon quotidien, jamais je ne pouvais aller vers ça en fait. Moi j'ai connu Solidarité plutôt du bouche à oreille. Et si vraiment tu veux en savoir plus, tu peux t'informer ou te renseigner sur le site internet ou alors demander à d'autres personnes qui ont déjà participé à ce projet ou alors venir à des séances d'information. C'est le plus simple. Et bien voilà, donc 2 beaux projets pour ceux qui veulent faire du volontariat. C'était donc le service citoyen et Solidarité. Alors, on va passer à ceux qui ont envie de prendre une année pour voyager, partir. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, cela ? Alors, il existe toute une série d'organismes privés qui font pas mal de publicité, où on vous propose clés sur porte, des séjours linguistiques, des secondes réto, voyages culturels, etc. Et alors, tout est souvent bien organisé par l'organisme et ses partenaires à l'étranger. Mais il faut bien dire que c'est assez cher, hein. On est vite à plusieurs milliers d'euros pour le coût du voyage. Alors, il y a d'autres possibilités, moins chères, voire gratuites, pour vivre une expérience à l'étranger. Alors, je vais un peu en évoquer quelques-unes. Ça concerne toujours les 18-30 ans ou 18-35 ans. Il y a d'abord les programmes du BIJ. Donc le BIJ, c'est le Bureau International Jeunesse. Le BIJ propose beaucoup de programmes. Les 3 plus connus sont, je pense, le Corps Européen de Solidarité, Tremplin Langue et Tremplin Job. Donc le Corps Européen de Solidarité, l'ancien SVE, Service volontaire de volontariat européen, c'est en fait accomplir un projet de volontariat à l'étranger. Ici, le jeune devra chercher dans une base de données avec des milliers de possibilités un projet qui l'intéresse. Il y a plus de 50 pays européens et des pays du Maghreb qui sont représentés. Et donc, il va postuler. Et s'il est pris, eh bien, il pourra réaliser ce bénévolat. Et il aura les frais de transport aller-retour qui seront couverts. Et il a une indemnité sur place. Donc, on lui paye les repas, le logement, de l'argent de poche. Tremplin Langue et Tremplin Job sont un peu dans le même style. C'est plus court parce que le premier, c'est 2 semaines à 12 mois. Enfin, quand je dis le premier, je parle du Corps Européen de Solidarité. Alors que Tremplin Job et Tremplin Langue, c'est seulement de 3 à 12 semaines. Donc, c'est plus court. Et alors ici, on est un peu plus autonome dans ce qu'on va accomplir parce qu'on doit soi-même trouver le projet de travail ou de volontariat qu'on va réaliser.
le soumettre au BIGE et si c'est accepté, eh bien, le transport est payé et on reçoit 150 € par semaine. Alors, dans un autre registre que les programmes du BIGE, je peux vous parler un petit peu du réseau Workaway, le réseau workaway.info. C'est un réseau mondial qui met en relation des voyageurs qui souhaitent vivre une expérience immersive chez des habitants, des hôtes, qui, eux, demandent une aide pour leur projet. Donc, par exemple, l'aide, ça peut être du jardinage, du bricolage, aider pour les projets créatifs avec des enfants, etc., etc. La liste est sans fin. Il y a plus de 50 000 opportunités sur le site dans 170 pays différents. Et alors, une fois qu'on est pris par une famille, eh bien, on reçoit le gîte, le couvert, en échange de 4 à 5 heures de travail par jour, 5 jours par semaine. C'est un peu similaire au système des séjours au pair. Oui. Voilà, séjours au pair, vous avez aussi des sites qui vous expliquent tout ça. Ça me fait un peu penser aussi au visa vacances-travail, non ? Ah ben voilà, visa vacances-travail, c'est aussi une possibilité intéressante où vous partez pendant maximum 1 an et vous pouvez travailler là, dans le pays. Vous avez un visa pour travailler, pour financer votre voyage. Alors par contre, les pays sont limités en Belgique. Si vous êtes belge, vous avez 5 pays qui vous accueillent sous cette forme. C'est l'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Taïwan et Corée du Sud. Pas les plus proches. Voilà. Mais si vous avez une autre nationalité, vous pourrez avoir d'autres possibilités. Par exemple, les Français, eux, ils ont 35 pays qui peuvent vous accueillir dans ce cadre-là. Donc voilà. Donc il y a des conditions aussi à remplir aussi. Notamment, il faut pouvoir financer le voyage et il faut aussi avoir un compte d'épargne avec de l'argent, entre 1 000 et 3 500 € selon le pays. Autre possibilité, ce sont les stages, accomplir un stage professionnel à l'étranger. Donc ça, c'est quand vous avez déjà une qualification après vos études secondaires ou un diplôme supérieur, eh bien, vous vous entraînez pour ce métier pendant maximum 6 mois. Et donc, si vous passez via Actiris International, vous aurez droit à une bourse pour cela. Ou alors, vous pouvez aussi passer par le programme Erasmus Pro qui permet aussi cela. Voilà. Il y a aussi les projets de chantiers internationaux. Je ne vais pas m'approfondir ici, je n'ai pas le temps, mais c'est des services, c'est des organismes comme le Service Citoyen International, donc SCI, Quinoa, Java, etc. Vous pouvez nous contacter. Il y en a toute une série qui vous propose des chantiers de quelques semaines ou quelques mois à l'étranger. De toute façon, pour tous ces projets de départ, de séjour à l'étranger, on vous conseillera de contacter Dynamo International. C'est une ASBL, un service d'accompagnement gratuit pour les 13-25 ans qui aide les jeunes dans tous leurs projets de voyage à l'étranger, aider à constituer le dossier et à préparer tout le voyage. Voilà. Super, on mettra leurs coordonnées à nouveau dans la barre d'infos. Un dernier petit conseil, François, avant qu'on clôture ? Bah oui, une super astuce pour ceux qui font cette année sabbatique. Moi, je leur conseille, si c'est possible, de réaliser le stage d'insertion professionnelle dont Dayuma a parlé. Donc, ils s'inscrivent chez Actiris au début de l'année. Et peut-être que tous les projets qu'ils auront suivis pendant l'année seront valorisables vis-à-vis de l'ONEM pour leur stage d'insertion. C'est le cas par exemple de tous les programmes du BIGE, du service citoyen, de Solidarité, de toutes les expériences professionnelles à l'étranger. Tout ça est valorisable pour le stage d'insertion. Et donc, à la fin de l'année sabbatique, ça vaut la peine d'introduire la demande d'allocation d'insertion. Et si on reprend des études, on fait vite la demande avant d'allocation d'insertion et puis on demande une dispense pour avoir droit à suivre ses études tout en ayant le chômage pendant les études. Effectivement, les questions d'année sabbatique, ça questionne beaucoup les droits sociaux. Enfin, est-ce qu'on garde nos allocations familiales ? Est-ce que le stage d'insertion est assimilé et tout ça ? Mais pour tout ça, vraiment, n'hésitez jamais à appeler Info Jeunes Bruxelles. On pourra répondre à toutes ces questions-là. Eh bien, merci François pour cette dernière astuce. L'émission touche maintenant à sa fin. Pour tous ceux qui terminent leur secondaire et qui aimeraient faire le point sur la suite, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. On a sorti une dizaine de capsules vidéo qui résument absolument tout ce dont on vient parler ici. Alors pour rappel, Info Jeunes Bruxelles propose également un service pour l'orientation scolaire et professionnelle. Si vous souhaitez rencontrer l'un de nos conseillers en orientation, vous pouvez prendre rendez-vous en nous appelant au 02 514 41 11. Alors il est maintenant temps pour nous de passer en mode été, donc il n'y aura pas d'émission de radio ni en juillet ni en août. Par contre, tous nos services, eux, ils restent ouverts. On continue donc bien à répondre à toutes vos questions et d'être à vos côtés. Toutes nos adresses, nos horaires, nos coordonnées sont sur notre site ijbxl.be. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter de passer un bel été et de vous dire à bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.